Alors, bonjour à tout le monde, bienvenue à cette capsule. Toujours dans le même esprit, donc l'esprit des services d'enquête, type d'enquête offert par les agences privées d'investigation, parce qu'il y en demeure pas moins que c'est un sujet d'étude, je dirais, important. Pas tant prioritaire, mais évidemment très important, puisque j'essaie de ne jamais oublier les services de sécurité interne, encore une fois, aux entreprises qui fournissent des services d'investigation à l'intérieur de leur organisation respective. Alors, faut pas les oublier. Et puis, justement, il y a bien des choses intéressantes là-dedans, justement. Voilà. Alors, je vais vous présenter finalement plusieurs services, oui, que les firmes privées offrent. Des services que je connais puisque je l'ai fait quand même longtemps. Alors, je vais vous commenter certains points là qui sont plus particuliers que d'autres, je vous le dirai. Alors, voilà. Donc, les firmes d'investigation, comme vous le voyez, vont offrir une panoplie de services d'enquête qu'on qualifie d'enquête finalement sur la personne ou sur l'entreprise, donc sur un individu ou sur des entreprises. On en a déjà parlé un petit peu. Il y a des recoupements aussi à faire avec des types d'enquêtes justement que vous avez commencé à étudier, comme par exemple l'enquête en matière de pré-emploi. Alors, on va dans l'enquête en matière de pré-emploi faire des recherches sur les antécédents judiciaires. Ça va faire partie d'un tout, si vous voulez, d'un mandat. Maintenant, ici, on peut parler d'une enquête, par exemple, unique. Alors, une personne qui serait intéressée à savoir, mettons un employeur qui serait intéressé à savoir si un employé détient ou pas un antécédent criminel. Bon, par exemple. Fait qu'il va nous charger de ce volet-là seulement et non pas nous demander une sorte de package, par exemple, parce que ils en ont pas besoin, ils ont uniquement cet enjeu-là. Souvent, on va nous demander ça, d'ailleurs, lorsque un employé est déjà au travail, en fait. Déjà été engagé, donc évidemment, c'est pas nécessaire de faire une enquête sur lui, bien sûr. Une enquête de pré-emploi parce qu'il fait déjà l'objet d'une embauche. Mais pour une raison ou pour une autre, l'enquêteur va avoir un intérêt à connaître cette information-là et puis il va éventuellement déléguer un enquêteur privé pour le faire. Voilà. Faire une vérification sur le crédit d'un individu. Alors, c'est un peu le même principe aussi que le premier point que je viens de vous expliquer rapidement. Et puis, vous avez d'ailleurs, dans le volet sur les enquêtes de crédit, une remarque sur les enquêtes de pré-emploi, pardon. Vous avez une remarque concernant justement la portion enquête de crédit. Alors, je vous y réfère également. La réputation de crédit à propos, par exemple, d'un commerce, c'est des choses qu'on peut voir éventuellement. Alors, il y a des firmes de crédit spécialisées dans le commerce d'informations qui concernent le crédit d'entreprise. Le même principe finalement que celles qui s'occupent finalement du crédit des individus, les grandes compagnies comme Equifax, TransUnion par exemple, vont faire le commerce d'informations concernant le crédit d'individus. Fait que c'est le même principe. Pour les entreprises, éventuellement, un enquêteur peut être appelé à faire ce genre de travail-là. C'est pas impossible. Surtout dans des cas où, par exemple, on a une demande, mettons, d'un correspondant qui est à l'extérieur, mettons, de notre juridiction, soit de la province ou carrément du pays, et puis qui lui-même représente éventuellement une compagnie qui est intéressée à faire affaire avec une autre compagnie qui, elle, est au Canada, et puis tout ça, ils veulent faire une enquête dessus, etc. Ça peut toucher justement aussi le crédit, puis bien d'autres choses, connaître les actionnaires, voir de qui il s'agit. Alors, j'ai déjà eu ce genre de mandat-là à faire. C'est pas des enquêtes qui sont excessivement compliquées pour nous, puisqu'on habite le secteur, donc on connaît les mœurs et coutumes, on sait comment ça fonctionne, on sait où aller rechercher. Mais pour quelqu'un qui habite un autre pays, eh ben ça lui rend un très bon service parce que lui, évidemment, il sait pas comment ça marche dans notre pays finalement, donc sauve du temps. Et c'est pratique courante dans le commerce là de faire éventuellement des enquêtes sur un nouveau fournisseur, par exemple,
nouveaux collaborateurs, ainsi de suite. C'est des choses qu'on voit assez souvent. Tout ce qui concerne le retour au travail, l'invalidité, tout ça, on va en reparler plus tard d'ailleurs, puis par conséquent, la filature. Établir, si vous voulez, un profil d'un particulier au niveau sécuritaire, donc dans des organisations, par exemple, où il y a des codes de sécurité attribués à des individus. Alors, un code de sécurité étant, on pourrait traduire ça par un degré d'accès aux documents sensibles ou confidentiels de l'entreprise. Alors, on dit que Madame une telle peut avoir accès à tel document, Monsieur un tel peut avoir accès à tel document, plus, par exemple, le laboratoire de recherche, il va avoir accès à ça. Un autre, lui, n'y aura pas accès parce que on a établi sa code de sécurité de façon différente. Alors, bref, ce genre d'enquête-là, des choses qu'on voit souvent. Les vérifications en matière de pré-emploi, j'en parle pas plus puisque vous savez de quoi il s'agit. Les vérifications de propriété, c'est un peu la même chose que je vous disais tout à l'heure là, quand on fait des vérifications sur le commerce. Alors, on est capable, comme enquêteur, mais comme tout citoyen, d'aller vérifier à qui appartient, par exemple, une bâtisse dans le but éventuellement de la saisir ou des choses comme ça. Donc, c'est des choses à laquelle on est sollicité assez souvent. Par contre, de moins en moins, ça peut être contradictoire là parce que oui, ça nous est demandé éventuellement souvent, mais on n'a pas tellement besoin d'y faire puisque maintenant ces informations-là peuvent être consultées sur Internet moyennant certains frais. Alors c'est pas très compliqué de le faire finalement. Et puis bon, les gens anciennement, en fait, les enquêteurs servaient plus à ça parce que c'était compliqué. Il fallait se déplacer pour aller dans ce qu'on appelait les bureaux d'enregistrement afin de vérifier qui est propriétaire de tel lot, par exemple, telle entreprise, mais je parle de physiquement la bâtisse, ainsi de suite. Fait qu'on avait à faire ce genre de travail-là pour vérifier, entre autres, si une bâtisse était hypothéquée. En tout cas, bref, il y avait toutes sortes d'enjeux. Et puis, maintenant, évidemment, avec la révolution de l'Internet, on a moins besoin de se déplacer, donc c'est un peu moins vrai. Les archives judiciaires, c'est un peu le même principe. Tout ce qui passe à la cour, finalement, devant les tribunaux, faut pas oublier le principe que c'est public, autant au niveau civil que criminel. Fait qu'on est capable de faire des recherches autant à distance que sur place, d'ailleurs. On peut se rendre dans les palais de justice pour vérifier des archives, comme par exemple prendre connaissance d'un dossier à la cour. On peut le faire, demander à ce qu'un dossier soit par exemple sorti pour être visualisé par l'enquêteur parce qu'on recherche une information. Vérifier ce qu'on appelle le plumitif, dans lequel finalement toutes les informations qui touchent un procès, une cause, un individu, une corporation sont compilées, encore une fois, au niveau du domaine civil ou criminel et pénal, en fait. Alors donc, on est capable de retrouver des informations là-dedans en faisant des recherches appropriées. Alors, ça nous est demandé assez souvent. Faire des enquêtes concernant le fait accidentel, reconstitution d'accident, vérifier s'il y a bel et bien eu, par exemple, un accident. Alors, ça peut se faire à pour différentes fonctions, si vous voulez. Alors, ce qu'on appelle le fait accidentel, c'est pas juste, là, en fait, pensez pas seulement à une collision d'automobile, c'est pas ça. On n'est pas là-dedans, là, même si on parle de fait accidentel. Alors, le fait accidentel, c'est de vérifier, est-ce que monsieur un tel a bel et bien été victime, par exemple, d'un accident de travail? Est-ce qu'il y a un fait accidentel qui prouve, justement, qui va, si vous voulez, prouver la réclamation de monsieur un tel, ainsi de suite? Alors, ça, c'est des choses qu'on a à faire aussi à l'occasion, qui devrait, à mon avis, être faites plus souvent, là, parce que il y a tout le phénomène des accidents de travail, là, où il n'y a pas de témoins parfois, et puis finalement, on comprend que le principe fait que le travailleur a quand même le bénéfice du doute, mais je suis pas sûr que tous les accidents de travail sont vrais. Donc, à mon avis, là, il devrait y avoir plus d'enquêtes de fait là-dessus. Bon, peut-être que ça va se développer au fur et à mesure, finalement, qu'on avance dans la vie, hein.
Bon, alors c'est ça le fait accidentel, qui va aller jusqu'à reconstituer le fait, justement. Ça pourrait être ça. Ou se faire expliquer aussi par la victime. Bon, ben parfait, venez ici, vous allez m'expliquer qu'est-ce qui est arrivé, ainsi de suite. Bon, ça peut être ça. D'autres services sur la personne ou l'entreprise, encore une fois, donc éventuellement des enquêtes de nature criminelle sur un individu qui travaille dans une entreprise. Alors, on peut avoir à faire cela, bien sûr, parce que finalement, faut pas oublier, j'en ai déjà parlé, mais faut pas l'oublier, que lorsqu'on fait une enquête sur, par exemple, un vol dans une entreprise, ben c'est une enquête qui, à la base, est une enquête criminelle, finalement. Il y a un crime qui a été commis, sauf que l'enquête n'ira pas au criminel, comme on le dit dans l'usage courant, parce qu'il n'y a pas de plainte de portée, justement. Mais autrement dit, on fait quand même une enquête sur un acte qui est un acte potentiellement criminel, parce que voler, évidemment, la punition du vol découle finalement, est décrite. D'abord, le vol est décrit dans le code criminel, puis la punition qui est imposée à la personne reconnue coupable d'un vol, ben, c'est encore quelque chose qui est sous le coup du code criminel. Donc, on fait des enquêtes de nature criminelle, finalement, même si on est un enquêteur privé, il faut le retenir, il faut savoir ça. Faut être capable de l'expliquer aussi, c'est important. C'est un des buts du cours, d'ailleurs, d'être capable d'expliquer, se positionner dans l'univers de l'investigation, et ainsi de suite. Alors ça, c'est hyper important. Faire des enquêtes concernant toutes sortes de réclamations d'assurance, donc pour des corporations d'assurance, justement. Alors, comme vous le voyez à l'écran, eh bien, il y en a une multitude de sujets d'enquête qu'on peut faire. J'en ai fait beaucoup. Moi, en ce qui me concerne, je vous dirais que c'était pas mal une de mes spécialités, là, de rendre service finalement à des compagnies d'assurance. Alors, c'est un domaine qui est très varié, c'est très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a, par exemple, des enquêtes sur la vie, suite à des réclamations en matière d'assurance vie, justement. Alors, par exemple, vérifier est-ce qu'il s'agit d'un accident ou d'un suicide, essayer de déterminer un par rapport à l'autre. C'est relativement complexe, remarquez, c'est difficile à démontrer parfois. En tout cas, bref, ça c'est un domaine qui est pas mal compliqué. L'enjeu là-dedans, vous allez peut-être vous demander, bon ben, c'est ça, quel est l'enjeu de déterminer ça éventuellement? Ben, l'enjeu est le suivant. C'est que en matière d'assurance vie, généralement, les contrats prévoient que, par exemple, lorsque quelqu'un contracte une police d'assurance vie, eh bien, dans les 24 premiers mois de son contrat d'assurance vie, de sa police d'assurance vie, on appelle ça comme ça, hein? Eh ben, si jamais la personne mettait fin à ses jours par elle-même, donc se suicidait, eh bien, elle va avoir droit, par exemple, à une certaine indemnité qui va être réduite d'un montant maximal qu'elle aurait eu si c'est un accident, par exemple. Un contrat pourrait prévoir que un suicide, si jamais la personne s'est suicidée, ben elle a droit à aucune indemnité durant les 24 premiers mois. Alors, la raison est assez évidente, c'est pour éviter que des gens contractent des polices d'assurance vie, là, ça fait assez morbide de dire ça, là, mais c'est la réalité. Alors, c'est pour éviter que des gens contractent des polices d'assurance vie et puis décident de mettre fin à leur jour 3 mois après et rendent finalement la succession multimillionnaire. Ça serait trop facile, évidemment. Je sais que ça peut paraître aussi étonnant, mais c'est la réalité. Alors, c'est comme ça. Ensuite, lorsque les personnes, parfois, sont victimes d'un accident, justement, par rapport à un suicide, alors il y a toute une question, éventuellement, selon les contrats d'assurance, de double indemnité. Alors, ça peut arriver que une personne qui est victime d'un accident, qu'il soit prévu au contrat que je sais pas moi, à la base, une personne est indemnisée pour 25 000 $, puis si jamais elle décède suite à un accident, ben elle reçoit une double indemnité, donc on est rendu à 50 000 $. Fait que
On a à vérifier ça, donc distinguer l'autodestruction de l'accident finalement. Alors ça, il y a toutes sortes de cas que j'ai vus là qui sont toujours des affaires complexes, toujours des affaires très complexes. Vérifier aussi, j'ai déjà eu à faire ça, faire des enquêtes afin de vérifier si, par exemple, lors du décès de l'individu, en tout cas je pense à un dossier en particulier, au décès de l'individu, est-ce que la personne était en train de commettre un acte criminel? Auquel cas, si elle était en train de commettre un acte criminel, eh bien, la police d'assurance ou la compagnie d'assurance n'indemnisera évidemment pas la personne. Alors, c'est la même chose aussi dans l'assurance invalidité. Pensez à un voleur, par exemple, qui se fait poursuivre par la police, et puis finalement, notre voleur tombe, se casse une jambe. Puis ça donne qu'il était détenteur d'une police d'assurance invalidité. Alors, c'est évident que on veut éviter que ce voleur-là se fasse indemniser pour s'être blessé en essayant de sauver la police. Bon. Alors, la même chose pour quelqu'un qui serait, par exemple, assassiné. C'est le cas sur lequel j'ai eu à travailler. Une personne qui a été assassinée et on soupçonnait que cette personne-là, au moment de son décès, commettait un acte criminel qui, dans ce cas-là, consistait à vendre ou à acheter des stupéfiants, de la drogue, si vous voulez. Fait qu'il faut essayer de démêler ça, c'est pas évident dans un cas comme ça. Et puis il y avait énormément d'argent en jeu, des centaines et des centaines de milliers de dollars. Alors évidemment, ça valait la peine de pousser un peu, de faire une enquête dans un cas comme celui-là. Fait que vous voyez, c'est à peu près ça. Il y a une panoplie d'enquêtes possibles sur des sujets très vastes. La mutilation volontaire, alors ça c'est quelque chose qu'on a déjà vu, c'est pas moi qui l'ai vu personnellement, mais j'ai un collègue qui a enquêté là-dessus à un moment donné, un type qui est allé dans un autre pays, il a eu un droit de sectionner dans un transport en commun, il a fait une réclamation en revenant au Canada, ils lui ont payé une certaine indemnité, puis vous le croirez pas, mais un an ou deux après, il est retourné encore en voyage, puis comme par hasard, il s'est fait couper un autre doigt. Il a refait une réclamation dans une autre compagnie d'assurance. Et puis, ça a mal viré parce que l'analyste au dossier était la même personne qui avait déjà vu passer le premier dossier sur lequel elle avait trouvé que c'était un peu bizarre. Ça fait que, rendu à une deuxième fois, c'est encore plus bizarre. Ça fait que ça vous donne une idée. Donc, une enquête avait été faite pour voir si c'était pas quelque chose de volontaire. Fait qu'on peut avoir enquêté sur ce genre d'affaires-là. Sur des disparitions, on dit ici non criminelles, c'est-à-dire que des gens, par exemple, qui décideraient de disparaître par eux-mêmes, ou par elles-mêmes, je sais plus trop comment on devrait le dire, mais qui disparaissent. Alors donc, on dit, c'est pas nécessairement quelqu'un qui a été enlevé, mettons. C'est pour ça qu'on qualifie pas ça d'enlèvement comme tel, mais on dit la personne est disparue. Alors pourquoi elle est disparue, on le sait pas. Alors là, ici, au niveau civil, en tout cas, tout le mécanisme, là, il y a tout un mécanisme juridique qui existe, qui fait en sorte qu'éventuellement, une personne qui cesse d'exister, dont on n'a plus de nouvelles, ainsi de suite, qui est portée disparue, qui n'est pas retrouvée, ainsi de suite, peut éventuellement être déclarée comme morte par la Cour. Mais il y a des délais légaux, évidemment, à respecter. Alors, le délai, à moins que je me trompe, là, était de 7 ans. Donc, on peut pas, sauf exception, entamer des procédures avant 7 ans. Maintenant, on a déjà vu des situations où, justement, les ayants droit, finalement, les personnes qui devaient hériter de la personne disparue, ont entrepris des procédures judiciaires pour faire déclarer cette personne-là décédée, bien avant l'expiration du 7 ans. Donc, au bout de 1 an, par exemple, là, des procédures apparaissent à la cour, etc. Bon, ben là, c'est quoi l'histoire? C'est-tu quelque chose d'organisé? Comment ça se fait? Bref, il y a 1 million de questions. Hein? Inutile de vous en parler bien longtemps. Là, il y a 1 million de points d'interrogation qui arrivent dans ce genre de dossier-là. Et on a à faire certaines recherches éventuellement pour voir qu'est-ce qui se cache derrière ça. Donc, est-ce que la personne serait elle-même cachée à quelque part, finalement, pour essayer d'éliminer des dettes, ainsi de suite, en récupérant une assurance vie sur sa propre personne. Alors, tu sais, tout peut exister, finalement.
Donc, il y a de l'enquête à faire à plusieurs niveaux en ce qui concerne justement les assurances. Je parle pas, comme vous le voyez, de l'assurance en matière de dommages. Là. Donc, l'assurance dommages, c'est par exemple les bris sur une voiture, ces choses-là, puisque ce genre d'enquêtes-là sont généralement plus faites par des experts en sinistres qui sont exclus de la loi sur la sécurité privée. Alors, on n'en parle pas plus parce que c'est comme ça. Je pourrais rajouter, j'ai oublié de le faire d'ailleurs, je pourrais rajouter des enquêtes aussi en matière de responsabilité civile. Alors, déterminer la responsabilité civile de quelqu'un lors d'une réclamation. Je vous donne un exemple rapide d'un dossier qu'on a eu à faire. C'est des gens qui sont un peu sur le party. Et puis, il y en a un qui dit à l'autre, ben écoute, faudrait bien que tu ailles au dépanneur nous acheter du lait, puis ça serait bien plate que tu tombes dans les marches de mon escalier qui était pas trop déneigé, puis que finalement tu me poursuives, puis ma compagnie d'assurance va sûrement te donner du fric pour ça, parce que tu vas te blesser au dos, puis finalement, on va séparer le fric, vous voyez un peu l'affaire. Bon, là, à la limite, à première vue, évidemment, c'est une affaire qui pourrait être criminelle, il n'y a pas de doute là-dedans. Maintenant, les compagnies d'assurance n'ont pas toujours le temps de porter des plaintes aux criminels, ni l'intérêt, ni ce que vous voudrez. Ça fait que si on garde ça au niveau civil, on va faire une enquête pour prouver justement que c'était organisé, etc., que telle compagnie n'est pas responsable, la compagnie d'assurance sera pas responsable de l'accident puisque c'était quelque chose de provoqué, par exemple. Alors ça, c'est des choses qu'on peut être appelé à faire. J'ai déjà fait plusieurs dossiers similaires, c'est-à-dire en matière justement de responsabilité civile. Alors, il y a beaucoup de choses, comme vous le voyez, puis c'est toujours, d'ailleurs, je le répète, toujours en conjonction avec votre recherche sur les agences d'investigation aussi. Donc, effectuer des enquêtes sur la réputation, l'honnêteté des travailleurs, quand on parle d'ailleurs de l'acheteur mystère, des firmes d'investigation qui vont envoyer des enquêteurs à des endroits en particulier pour aller justement faire semblant, qui sont un acheteur comme tout le monde, un client comme tout le monde, pour vérifier justement la façon dont les gens sont reçus, le service après-vente, toutes sortes de choses comme ça. Est-ce que le commerce est ouvert selon les procédures établies par le siège social? Est-ce que le commerce est fermé selon les procédures? Ainsi de suite. Alors, il y a plein de choses à vérifier. C'est très intéressant, ce travail-là, d'acheteur mystère. Ça nous permet d'aiguiser notre sens de l'observation, faire des rapports, ainsi de suite. Là, ça peut être intéressant. Et puis, c'est ça. Donc, à un moment donné, il y a eu, disons, une mode, entre guillemets, où plusieurs agences d'investigation ont commencé à offrir ce genre de service-là. Alors, ça peut être quelque chose d'intéressant pour vous. Évidemment, un classique, mener des entrevues, obtenir des déclarations, donc rencontrer des gens, faire ce qu'on appelle de l'enquête, finalement, se déplacer, rencontrer des témoins, etc. Donc, obtenir des déclarations, mettre sur papier des déclarations, ce que les gens avaient à nous dire suite à un accident, qu'est-ce qu'ils ont vu, qu'est-ce qu'ils ont vécu dans un certain sens, comment l'accident s'est déroulé, etc. Alors, ça fait partie justement du travail et des services offerts par les firmes d'investigation privées. Voilà. Fait que, comme vous le voyez, il y a beaucoup de matière, il y a beaucoup de choses qui sont possibles de faire. Et puis j'espère justement que ça vous permet de découvrir justement un autre monde. C'est un volet d'ailleurs qui à plusieurs occasions a beaucoup surpris des étudiants que j'ai eus qui étaient des anciens policiers, évidemment particulièrement habitués à faire des enquêtes en matière évidemment de tout ce qui découle du code criminel, mettons, ou du code de la sécurité routière. C'est pas mal leur spécialité, c'est normal. Puis là, on s'aperçoit justement, puis j'espère bien vous le faire comprendre, vous le faire découvrir, que les agences d'investigation, disons, on pourrait dire le bras long, ont le bras long, sont capables de remplir énormément de sortes
de mandats différents, puis c'est ça qui est la beauté de l'affaire, disons. Voilà. Alors, merci d'avoir été à l'écoute de cette capsule.